Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débrief. Avec le programme du développement durable 2030 et l'agenda 2063, le continent africain aspire à réaliser des objectifs de développement durable ambitieux au cours des prochaines années. L'une des clés pour couronner ces efforts de succès résidera dans la capacité des pays africains à mobiliser des ressources financières suffisantes et surtout à combattre la pauvreté et à transformer leur économie en véritable levier de développement. Au vu de l'ampleur des besoins de financements africains, la tâche n'est pas aisée. Si l'évaluation précise du niveau des ressources financières reste très complexe, il paraît toutefois clair que la réalisation des objectifs en développement durable en Afrique nécessitera un financement sans précédent. Vous l'avez compris, notre émission du jour est consacrée aux économies africaines entre défis et opportunités. Et pour en parler, nous recevons dans cette première partie M. Youssouf Karus, directeur général de Pulsar Partner. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, comme toujours. Et avec lui, nous avons M. Mbeng Mezui, fonctionnaire international et expert des systèmes financiers. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, messieurs, l'Afrique, depuis toujours, est un peu connue comme le continent perdu en matière de développement. Mais depuis une quinzaine d'années, une dizaine d'années, on sent ce regain de vitalité au niveau de la croissance économique en Afrique. Qu'est-ce qui peut expliquer cette croissance économique en Afrique, cette progression de la croissance économique en Afrique, Monsieur Youssouf? Effectivement, c'est une bonne question parce qu'on a, depuis quelques années maintenant, cette impression-là que l'Afrique est justement la dernière frontière. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est la dernière frontière du développement. Alors, qui dit dernière frontière du développement dit qu'il y a effectivement tout à faire. Il y a encore beaucoup de choses à construire, il y a beaucoup de choses qui manquent, et tout ce qui manque constitue une sorte d'opportunité pour le monde entier. Donc le monde entier s'intéresse aujourd'hui à l'Afrique, qui va probablement, dans les années à venir, être peut-être devant la Chine, un des plus gros marchés de consommation. Donc la présence en Afrique est une question majeure de stratégie pour les capitalistes aujourd'hui du monde, c'est-à-dire les plus grandes entreprises, les banques, les investisseurs. Donc il faut être présent en Afrique stratégiquement. Il faut être présent en Afrique stratégiquement. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait l'attractivité réelle de l'Afrique aujourd'hui? Alors l'Afrique a beaucoup d'atouts. Il faut déjà partir des années 70 où nous étions en plein boom. On a connu cette période d'ajustement structurel avec un désespoir sur le continent puisque la croissance n'était pas au rendez-vous. Depuis le début des années 2000, on voit une reprise. On voit qu'on a appris beaucoup de ces deux décennies d'ajustement structurel dont la gouvernance est meilleure et nous avons des niveaux de croissance bien tenus. L'année dernière, 3,5, l'année 2017, 3,5, les perspectives pour cette année, c'est 4, l'année prochaine, c'est 4,1 et on voit ces dynamiques-là. L'Afrique de l'Est tire un peu la croissance sur le continent, celui d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest. Et donc, toute cette dynamique-là est nouvelle sur le continent. On peut toutefois déplorer que cette croissance en termes de niveau, parce que pour transformer nos pays, on a besoin d'une croissance à 2 chiffres. On peut aussi regarder la qualité de la croissance, quels sont les facteurs qui tirent cette croissance. Ça reste des vulnérabilités au niveau de la croissance sur le continent, mais globalement, déjà, le retour de la croissance depuis les années 2000 est une bonne chose sur le continent. Alors, un regain de vitalité au niveau de la croissance, comme on le dit ou comme on l'entend souvent, le citoyen, le pays a eu un taux de croissance élevé, 9%, 8%, mais le citoyen, il ne le ressent pas dans son assiette, dans sa bourse au quotidien. Croissance économique, est-ce que c'est égal à développement? Justement, non. Et effectivement, c'est là une des lacunes majeures de l'indicateur de croissance qui est communément admis et utilisé par tous les économistes. Mais il y a des alternatives. Ce qui est peut-être dommage pour le continent africain, c'est qu'on se concentre, comme la plupart des pays d'ailleurs, on se concentre uniquement sur la partie, sur l'indicateur de base qui est purement un agrégat ou une somme, si vous voulez, des performances de chaque acteur économique, qui ne prend pas suffisamment en compte le bien-être des populations, leur capacité à se soigner, leur capacité à mieux vivre dans leur environnement. Et effectivement, il y a des indicateurs alternatifs qui existent, mais qui doivent être, je pense, de plus en plus mis en avant pour qu'on s'inquiète et qu'on tienne compte de plus en plus du bien-être des populations. Parce que à la fin de la journée, l'économie et sa croissance doivent servir les populations. Et on l'oublie un petit peu, c'est vrai. On l'oublie un tout petit peu, mais quand on veut parler aussi de
développement d'atouts. Tout à l'heure, je parlais d'attractivité. Quels sont les grands chantiers, ou plutôt, quels sont les grands domaines qui font l'attractivité de l'Afrique? Encore l'agriculture, l'industrialisation, les nouvelles technologies. Qu'est-ce qui fait le plus de l'Afrique ces dernières années? Alors, il faut regarder l'Afrique dans sa globalité. Nous sommes partis dans les années 50 avec 300 millions de personnes. Nous sommes autour de 1,2, donc on a multiplié par 4. Dans une vingtaine d'années, nous sommes à 2,5 milliards. Donc cela signifie qu'on va avoir besoin de plus d'investissements dans les infrastructures, dans l'industrialisation, dans les produits de base. Et tout cela présente des opportunités pour tous les investisseurs avertis. Donc ils voient cette dynamique démographique sur le continent qui est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Aucune région dans le monde n'a connu cela. Nous avons 12 à 18 millions de personnes qui rentrent sur le marché du travail chaque année. Donc vous avez une main-d'œuvre qui est disponible, souvent qualifiée. Vous avez aussi des opportunités dans tous les secteurs. Donc vous prenez l'industrialisation, vous prenez les produits que nous utilisons tous les jours. Pensez qu'on va passer à 2,5 milliards d'habitants. L'Afrique de l'Ouest seule la CEDEAO va être à 1 milliard d'ici une vingtaine d'années. Donc c'est un marché aussi vaste que la Chine. Ça représente des opportunités énormes. Si vous êtes dans les régions où la population vieillit, vous avez une croissance potentielle qui est négative. Et l'Afrique est l'une des rares régions au monde qui a une croissance potentielle positive, c'est-à-dire une croissance, lorsqu'on la regarde sur le long terme, en l'absence de tous les aléas de conjoncture. Donc en fait, l'atout de l'Afrique, c'est cette capacité à s'industrialiser, à produire des biens, des services qui vont permettre d'avoir une croissance plus stable. Vous avez parlé tout à l'heure de la qualité de la croissance, le lien avec le développement. Effectivement, c'est lié à la structure même de la croissance. Si votre croissance est extravertie, donc tirée par la demande extérieure, via les produits et les matières premières, la population ne le sent pas. Mais si votre croissance est tirée par des facteurs internes qui permettent de transformer l'économie, oui, vous partagez plus cette richesse avec votre population. Vous parlez tout à l'heure de population, c'est sur ce mot que je vais m'arrêter. Population, croissance démographique en Afrique. On sait aussi quand même que le niveau ou le taux de la classe moyenne en Afrique est en train de monter, de grandir. Est-ce que ce pouvoir d'achat, ce potentiel marché qui se met en place, c'est ce qui attire tous ces grands investisseurs européens et chinois vers l'Afrique ces dernières années? Oui, bien sûr, on le ressent. C'est vrai que la majorité encore de la population africaine reste dans une situation relativement difficile. Donc effectivement, on le voit moins parce que c'est quand même une masse. Mais il y a quand même cette classe moyenne, nous on le ressent en tant qu'investisseurs, il y a quand même cette classe moyenne naissante, parfois jeune, qui aujourd'hui est de plus en plus importante et ça représente un potentiel de consommation qui est quand même très intéressant vu de l'extérieur et aussi vu de l'intérieur. Je pense que, pour revenir au point de M. Mbeng sur la capacité, je pense, du continent à se transformer vis-à-vis de sa démographie, qui elle aussi évolue très rapidement, je pense que le gros enjeu, c'est de justement travailler à une intégration de ces marchés. Parce qu'aujourd'hui, chaque pays africain individuellement reste dans une situation qui est quand même un petit peu difficile du fait des frontières qui sont refermées sur elles-mêmes. On ne pourra jamais profiter de ce marché potentiel de plus de 2 milliards 4 consommateurs si chaque pays africain reste cantonné à ses frontières. Les marchés individuels sont trop petits. Et je fais partie de ceux qui le disent depuis de nombreuses années maintenant. On doit travailler le continent africain d'abord de façon régionale, de sorte à intégrer les marchés, de sorte à ce que ce potentiel de consommation, ce potentiel de croissance soit mis, entre guillemets, au service de ceux qui produisent localement. Aujourd'hui, les entreprises locales, dont tous les pays africains, ont encore beaucoup de mal à traverser leurs frontières, et c'est ça l'enjeu de la future Afrique, entre guillemets. Les populations, c'est aussi un challenge. Le fait que les populations africaines soient parmi les plus jeunes du monde, le fait qu'elles soient au travail, le fait qu'on doive leur assurer un bien-être, c'est aussi un challenge pour le développement futur. Aujourd'hui, on a quand même la possibilité, je pense, de faire en sorte que ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail soient mieux formés. On a des secteurs d'activité dans lesquels il y a encore énormément de manque de main-d'œuvre. Je pense par exemple au secteur technique. Aujourd'hui, dans les secteurs techniques, dans le BTP par exemple, on a encore un manque de qualification de la main-d'œuvre. Pourtant, il y a énormément de jeunes Africains qui passent par les universités, etc., qui sont parfois mal guidés. Parce que trop peu conscients de là où sont les opportunités.
Et je pense qu'il faut travailler à guider les populations vers les secteurs d'activité potentiels de demain qui ont pour moi les plus forts potentiels de demain. Ça va être d'abord les secteurs techniques, les secteurs liés à l'industrialisation, parce que demain, l'enjeu, c'est de pouvoir justement transformer les produits que nous allons consommer. Il y a encore de nombreux pays qui ont des déficits commerciaux. Alors, la plupart des pays africains ont des déficits commerciaux vis-à-vis de l'extérieur. Si on arrive à une population de 2,4 milliards et qu'on a encore un problème de déficit commercial vis-à-vis de l'extérieur, ben forcément, c'est qu'en réalité, la croissance profitera toujours à ceux qui sont à l'extérieur de notre continent. Justement, quand on vous entend parler, orienter la jeunesse ou les acteurs de demain vers des secteurs clés, des secteurs d'avenir, est-ce qu'il faut déjà commencer à repenser ou à adapter notre système d'éducation-formation par rapport aux enjeux futurs? Tout à fait. En fait, l'objectif central doit être l'industrialisation pour apporter un meilleur niveau de vie. Et lorsqu'on a cet objectif d'industrialisation, tout doit suivre. Quel système éducatif pour atteindre les objectifs d'industrialisation que nous nous sommes donnés? Quel système de santé nous allons mettre en place? Quelles sont les infrastructures qu'on va mettre en place pour soutenir cette question d'industrialisation? Parce que lorsqu'on regarde les facteurs qui créent plus d'emplois, ce sont les industries, notamment les industries manufacturières. Et donc le système éducatif doit viser cet objectif-là. On ne doit pas voir ces méthodes ou ces plans comme des plans qui se juxtaposent. Donc ça doit être communié pour qu'on atteigne l'objectif commun d'avoir une industrie solide. Prenons tous les secteurs. Regardez juste la balance des paiements de nos pays. On importe quoi? Si on consomme beaucoup de produits laitiers, par exemple au Niger, et que le lait en poudre consommé au Niger vient essentiellement de la zone euro, il y a un problème. Parce que le cheptel du Niger est très important. Donc on peut produire du lait sur place. Il faut déjà régler ce problème-là pour que les devises que nous avons ne soient pas utilisées pour aller financer des produits que nous pouvons produire localement. Et si nous les produisons localement, nous allons déjà garder notre jeunesse sur place. Elle ne va pas traverser la Méditerranée comme on le voit à la télévision. C'est très triste ce que nous voyons. Et cela va permettre d'avoir cette classe moyenne qui a un peu plus de revenus et qui va contribuer au développement de l'économie. Et cette classe moyenne va aussi permettre de lever plus d'épargne locale. Et cette épargne va permettre de financer davantage de projets. Donc il faut tout un séquençage dans cette stratégie d'industrialisation. Notamment, on commence toujours par les industries légères parce que le capital nécessaire pour faire ces produits-là est beaucoup moins important que si on va sur l'industrie lourde. Donc c'est toute une philosophie et je vais dans le même sens que M. Karius, dans le sens de l'intégration de nos marchés. Nous avons des pays assez isolés qui se retrouvent seuls avec des coûts de production très élevés. Il faut penser à des marchés plus grands. Si nous sommes dans une zone comme l'UEMOA avec une seule monnaie, comme la zone CEMAC avec une seule monnaie, il faut avoir une stratégie d'industrialisation de cette région-là. Et cette stratégie qui est régionale doit maintenant avoir des implications au niveau de chaque pays. Et là, nous gérons une monnaie, des réserves ensemble, mais nous gérons aussi les objectifs de développement économique ensemble. C'est vers quoi il faut aller. Alors justement, je vais revenir un peu sur le débat tout à l'heure, mais je vais m'arrêter sur ce que vous venez d'évoquer, la monnaie. En matière d'atouts, d'attractivité, quand on parle de monnaie, les monnaies africaines, est-ce qu'elles ont un rôle, elles ont une influence sur cette croissance que nous connaissons, la stabilité des monnaies africaines? C'est le rôle de la monnaie, c'est pas son premier rôle que de maintenir un niveau de croissance. Le premier rôle de la monnaie, c'est d'abord de maintenir un certain niveau d'inflation, d'éviter les situations d'hyperinflation, par exemple. Alors, pourquoi est-ce que sur le continent africain, la monnaie a un impact relativement important sur les investissements? C'est parce que beaucoup d'investissements sont effectivement des flux de capitaux venant de l'extérieur. Donc, quand vous investissez, par exemple, en dollars, dans une zone où il y a énormément de fluctuations monétaires parce que la banque centrale n'a pas suffisamment de réserves, parce que la monnaie est moins stable, etc., mais du jour au lendemain, vous pouvez être dans une situation où ce qui est une opportunité intéressante, parce que les rendements sont intéressants en dollars, devient une opportunité moins intéressante parce que la monnaie locale est impactée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, effectivement, quand on est sur le continent africain, on a beaucoup de pays de ce type. On a par exemple l'Éthiopie qui est économiquement extrêmement intéressante, mais qui souffre de cette fluctuation monétaire qui peut fragiliser potentiellement de nombreux investissements. Donc quand vous êtes dans cette situation, les flux de capitaux entrants peuvent, si votre monnaie perd énormément de valeur d'une période à l'autre, il peut y avoir des capitaux sortants qui sont relativement importants. Et ces capitaux sortants vont impacter effectivement la croissance parce que moins d'investissements, parce que plus de devises demandées à l'extérieur. Donc forcément, ça
ça nourrit une sorte de cercle vicieux qui joue aussi sur la monnaie. Donc, c'est pour ça que l'intégration économique et l'intégration monétaire est importante, parce que plus vous êtes nombreux, plus la Banque centrale est indépendante, plus les politiques monétaires ont un réel impact, parce que vous êtes nombreux, parce que vous voyez dans la même direction, parce que votre marché est plus important, et parce que la gestion des devises aussi est plus saine, quelque part. Ce qui est difficile quand on est un pays individuel avec une banque centrale, surtout dans l'environnement des pays africains. Beaucoup de banques centrales ont du mal à défendre leur indépendance. La banque centrale n'est pas un outil politique. La banque centrale, c'est un outil économique qui est censé prendre ses décisions de façon purement indépendante, sans aval politique, sans aval des acteurs économiques, mais avec une lecture de l'économie qui est rationnelle. C'est ça une vraie banque centrale. D'accord. Parler de la Banque centrale, ce n'est pas une banque objectif politique, si je peux résumer ainsi. En parlant de politique, la stabilité ou la croissance économique de nos pays, est-ce qu'elle est basée, elle est fondée sur la stabilité politique de nos pays africains? Oui, mais je vais, si vous permettez de rebondir sur la monnaie, moi je pense que la Banque centrale est aussi un instrument politique. Maintenant, on peut être un instrument politique avec des objectifs bien différents. Il faut que la Banque centrale soit autour de la table pour accompagner les politiques économiques avec le gouvernement. Rien que pour revenir sur la question monétaire, il faut voir la monnaie comme un instrument de politique économique. Donc, ce n'est pas l'objectif, la monnaie. C'est un instrument qu'on va utiliser pour atteindre certains objectifs de politique économique. Donc, une monnaie africaine, ce n'est pas comme cela qu'on devrait commencer à penser la chose. On devrait regarder qu'est-ce qu'en tant que continent, nous voulons faire ensemble. Penser nos échanges, penser notre industrialisation, penser la croissance économique. Et ensuite, nous discutons des modalités et des instruments qui vont nous permettre de les atteindre. La monnaie est un instrument fort et nous allons définir cette question de monnaie en fonction des objectifs de politique économique que nous nous fixons. Donc, a priori, on ne se dit pas que la monnaie doit être comme ceci ou comme cela. Elle doit répondre à nos besoins de développement. Pour revenir sur la stabilité politique, elle est fondamentale. Lorsque vous êtes un investisseur, que vous soyez africain ou non africain, vous regardez la situation politique dans un pays. Parce que vous ne voulez pas que vos décisions d'investissement soient remises en cause à chaque fois qu'il y a un changement politique dans le pays. Donc ce risque-là, vous devez être capable de le lire. Et ce qui est important, ce n'est pas de discuter si un pays doit être démocratique ou pas. Ce qu'on veut lorsqu'on analyse le risque politique, c'est de voir la stabilité. Est-ce que je peux lire la politique de tel pays sur 10, 15, 20 ans? Le pays qui peut donner cette assurance va voir les capitaux venir. Mais si, même si vous êtes en démocratie, mais qu'on voit des fluctuations dans vos décisions, alors là, même les investisseurs les plus optimistes ne viendront pas dans votre économie. Donc ce qui est important, c'est la lisibilité sur le long terme et la stabilité dans les décisions qui sont prises. La stabilité dans les décisions qui sont prises, la stabilité sur nos continents. Tout à l'heure, vous évoquiez la question des migrations, ces jeunes qui vont chercher un nouvel avenir ailleurs. Est-ce que quand on regarde un peu l'impact de la diaspora sur nos économies locales, est-ce que la diaspora ne joue pas un rôle fondamental dans le développement de nos économies? Complètement, il y a énormément de flux de capitaux entrant sur le continent provenant de la diaspora qui, justement, parfois sont des aides pour leurs parents, pour leurs familles restées sur le continent. Et effectivement, c'est un potentiel d'investissement qui est extrêmement important. Je pense que l'enjeu, c'est de pouvoir peut-être canaliser cet investissement potentiel qui vient de la diaspora vers des segments ou des secteurs d'activité ou des opportunités qui sont peut-être avec un impact plus marqué sur le long terme. Aujourd'hui, c'est vrai que financer de la santé, c'est très bien, on le voit, la diaspora a les moyens de financer une bonne partie de la santé de leurs familles qui restent sur le continent. C'est que quelque part, la diaspora a aussi la capacité d'investir dans des opportunités clés pour le développement futur du continent. Et je pense que ce qui manque, encore une fois, ce sont les canaux. Ce sont les bons canaux d'investissement vers les opportunités qui sont intéressantes. Et de nombreux pays africains, par exemple, ont fait l'exercice de lancer des bonds, donc des obligations d'État orientées pour la diaspora qui ont eu un franc succès. Donc c'est dire que c'est quand même des opportunités d'investissement très intéressantes et qui très souvent vont bien au-delà des idées, donc des investissements étrangers orientés sur le continent.
L'Afrique, on le sait, depuis une dizaine d'années, est en train de se diversifier, de s'industrialiser. L'Afrique offre maintenant de nombreuses possibilités d'offres commerciales, si je peux le dire. On est passé de l'agriculture, on a l'industrialisation, on a les nouvelles technologies. Est-ce que cette diversification d'offres commerciales a eu un impact sur la croissance économique et surtout sur le développement du continent africain? Oui, on le voit de plus en plus. Tout à l'heure, on parlait de la diaspora, c'est 69 milliards de dollars vers le continent. C'est plus que les IDE, c'est 41 milliards de dollars les IDE. Donc ça montre déjà cette dynamique. Sur les différentes offres, effectivement, on voit que dans certains pays, ce sont la partie service qui tire un peu la croissance. Et donc c'est grâce à ces opportunités-là. Et en termes de capacité interne, et on a encore de la marge parce que l'industrialisation et le reste, ce n'est pas des entités différentes. C'est la même démarche. Il faut arriver à produire de la valeur sur place pour avoir une croissance qui est plus stable, une croissance qui permet de lire sur le long terme. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde un peu notre continent avec les opportunités que nous avons, on voit que les fluctuations des questions internationales ont encore un effet plus marqué sur la tenue de nos économies. L'année dernière, par exemple, on a vu les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, l'impact sur les économies africaines. Et donc, l'objectif est de faire en sorte que les opportunités sur le continent puissent permettre à l'Afrique d'avoir une croissance qui est plus solide sur le moyen et long terme. Sur le moyen et long terme, et ces dernières années aussi, on entend beaucoup parler d'économie verte, où en est l'Afrique avec l'économie verte? C'est une question difficile. Je pense que le continent africain est très sensible au mouvement climatique. Je pense par exemple au Sénégal, qui est un des pays qui est peut-être le plus exposé aux aléas climatiques, qui a une croissance qui dépend de l'ordre, je crois, de 2 points des conditions climatiques. Donc forcément, c'est un enjeu de développement et de croissance aussi de demain. Il y a énormément d'initiatives prises sur le continent qui sont parfois des start-up très intéressantes qui travaillent sur la question avec de très bonnes performances. Mais pour moi, ce sont encore des petites initiatives. J'ai l'impression que l'ensemble des pays africains ne sont pas aujourd'hui en train de regarder véritablement dans la même direction. Dès lors qu'il s'agit par exemple de la gestion des déchets, dès lors qu'il s'agit par exemple de l'impact de l'industrie chimique sur l'environnement, il y a pour moi plusieurs pays qui prennent des décisions, qui prennent des initiatives de leur côté, mais encore une fois, on manque d'intégration sur le continent. Et je pense que l'enjeu du développement durable de demain, c'est aussi le maintien des terres arables, c'est aussi la gestion des terres arables et la gestion aussi des forêts classées. On a perdu beaucoup de forêts classées, pas qu'en Côte d'Ivoire, mais sur l'ensemble du continent. Et la gestion, pour moi, de ces problématiques-là doit être continentale avant tout. Parce qu'effectivement, un pays peut prendre des décisions très intéressantes de son côté, mais ce qui se passe juste à côté de sa frontière va l'impacter directement. Pour aller dans le même sens, oui, nous avons 60% des terres arables qui sont disponibles dans le monde. Et si, comme vient de le dire M. Karius, vous êtes par exemple au Gabon, votre forêt, c'est la même que celle du Congo. Si vous prenez des décisions qui sont en contradiction avec ce qui se passe au Congo, vous voyez que l'effet n'est pas solide. Donc c'est effectivement le point qu'il vient de relever, c'est-à-dire qu'il faut une cohérence dans nos politiques. Nous parlons d'économie verte, mais il faut intégrer cette économie verte dans notre stratégie d'industrialisation. Comme ça, les choix que nous faisons en termes de produits, en termes de consommation, en termes de système éducatif, même en termes d'infrastructure, sont liés et alignés sur les différents engagements que nous prenons. Alors, M. Youssouf Karius, si vous deviez laisser un mot, qu'est-ce qu'on devait retenir de vous, la croissance économique en Afrique? Je pense que pour moi, l'enjeu de la croissance économique africaine de demain, c'est une question d'intégration purement et simplement. C'est vrai, il y a de bonnes choses qui se font, mais aujourd'hui, la croissance africaine est en dessous de celle d'Amérique latine et en dessous de celle de l'Asie. Et pour moi, c'est un véritable problème. On ne peut pas être au niveau de développement dans lequel on est sur le continent, on ne peut pas être dans la situation dans laquelle on est et être encore aujourd'hui surperformé en termes de croissance économique par d'autres continents ou d'autres économies émergentes qui, il y a encore quelques années, étaient quasiment dans la situation de l'Afrique aujourd'hui. Je pense que, pour moi, l'accélérateur véritable de la croissance, mais aussi du développement de demain, c'est purement et simplement une question d'intégration, mais d'abord une intégration régionale avant d'être continentale. Je ne suis pas sûr qu'on puisse
décider de l'avenir du continent à 54. Je pense qu'on peut le faire à 8, à 7 parfois, dans des environnements où effectivement on partage énormément de choses, il y a énormément de complétude. Par exemple, quand vous êtes en Afrique de l'Est, on en a parlé tout à l'heure, entre ce qui se passe au Kenya et ce qui se passe en Éthiopie, l'Éthiopie c'est une sorte d'arrière-base industrielle pour la Chine aujourd'hui. Parce que la main-d'œuvre, parce que la taille potentielle du marché, mais c'est aussi une porte d'entrée pour le Kenya. Le Kenya qui a un marché des capitaux qui est peut-être plus mature que celui d'Éthiopie. Donc quand on regarde un petit peu ces composantes à l'échelle régionale, on voit que naturellement, en réalité, il y a une sorte de complétude entre l'ensemble de ces économies qui est naturelle et qui doit être juste renforcée. Et je pense que tant qu'on ne travaille pas à cette intégration, on n'aura pas l'accélérateur de croissance, donc la croissance à 2 chiffres qu'on attend pour justement soutenir le développement. Tant qu'on reste sur ce niveau-là, on sera pour moi sur un niveau de croissance qui est trop faible. On restera sur ce constat, l'intégration sous-régionale et plus tard l'intégration continentale. Mesdames et messieurs, c'est ici qu'on referme la première partie de notre émission. Nous étions avec M. Youssouf Karus, directeur général de Pulsar Partners, société d'investissement. Merci encore. Et avec nous, M. Mbeng Mezui, fonctionnaire international, expert des systèmes financiers. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la suite de notre émission. Merci de nous retrouver pour cette seconde partie du débrief. Nous avons évoqué la question des atouts économiques de l'Afrique dans la première partie. Et dans cette seconde partie, nous revenons un peu sur le contexte de mondialisation des échanges et des mouvements de capitaux. Les entreprises multinationales augmentent leurs risques inhérents aux pays dans lesquels elles sont présentes ou souhaitent investir. Elles sont donc contraintes de prendre en compte le concept de risque pays afin d'orienter leur stratégie d'investissement et de développement. Et pour parler plus précisément du risque pays dans les économies africaines, nous recevons toujours M. Mbeng Mezui, fonctionnaire international, expert des systèmes financiers. Merci d'être avec nous encore. Et avec lui, M. Youssouf Karus, directeur général de Pulsar Partners. Merci encore. Merci à vous. Alors, messieurs, c'est quoi le risque pays? Alors, on peut le définir de plusieurs manières, mais c'est la perception des aléas que les autres partenaires vont avoir sur un pays, sur le souverain, donc l'État, tout ce qui touche les différents démembrements de l'État. Il peut s'agir de risques de crédit, il peut s'agir de risques politiques et d'autres risques qui concourent à toute la perception, à l'analyse des aléas qui peuvent challenger ou qui peuvent, pour lesquels un pays peut être confronté. Voilà. Monsieur Youssouf Karus, vous êtes investisseur. Quand vous voulez investir dans un pays, quels sont les premiers risques, les premiers critères que vous regardez avant d'y aller? C'est d'abord la stabilité. La stabilité, c'est la clé. Vous pouvez avoir un pays, par exemple, qui est considéré fragile, qui a ses tares, qui a peut-être des risques sécuritaires, etc., et tout en y voyant une opportunité. Mais le manque de stabilité, en réalité, va être ce qui va être le plus néfaste pour votre investissement. Quand vous prenez un risque, la capacité à le prendre, si vous voulez, en connaissance de cause, est ce qui est le plus important pour l'investisseur. C'est-à-dire que investir en Afrique est perçu par des investisseurs de l'extérieur comme risqué, mais ça reste intéressant d'investir sur une opportunité quand on sait avoir la lecture du risque qu'on a identifié sur la période en réalité de notre investissement et de notre rendement futur, si vous voulez. Mais tous les aléas qui vont venir impacter justement la stabilité de ce risque qu'on a déjà identifié va être pour un investisseur un frein simple à l'investissement. Un investissement, mais de manière classique, de manière standard, il y a combien de types de risques? Il y en a plusieurs, mais c'est comment on va l'analyser et sur quelle perspective on le regarde. L'investisseur étranger qui va dans un pays, l'investisseur local. Le risque politique est déjà intégré pour l'investisseur local parce qu'il vit dans l'environnement du pays. Mais qu'est-ce qui va être intéressant au niveau du risque pays qu'il va regarder? C'est la capacité, par exemple, du souverain à honorer ses engagements financiers, par exemple. C'est les délais dans lesquels le souverain va les engager. C'est aussi un autre risque parce qu'il ne s'agit pas d'honorer in fine, mais d'honorer dans les délais connus. Donc tout cela rentre dans l'analyse du risque pays. Pour l'investisseur étranger qui regarde, il va comparer toujours la décision d'aller dans un pays par rapport à investir dans un autre pays.
Et donc, dans ce cas, comme l'expliquait M. Garius, on a cet aspect de regarder les fluctuations au niveau des décisions de tel pays par rapport à un autre. Et ce qui est important, c'est cette stabilité-là, de cette lecture. Donc, en fonction du domaine dans lequel on se trouve, on va identifier un certain nombre de risques. Et ces risques peuvent être importants. Si vous êtes dans les infrastructures, c'est des investissements de long terme. Et vous avez différentes parties. Par exemple, le risque de construction, il faut regarder quels sont les partenaires qui sont sur place. En termes d'investissement, vous avez besoin d'avoir une lecture sur l'actif sans risque dans le pays. Et l'actif sans risque devrait être l'État. Mais pour cela, il faut qu'il construise sa crédibilité en tant qu'actif sans risque, qui va vous permettre après de pricer le reste des actifs. Donc, en fonction du domaine, du risque commercial aussi, on pourra en parler, mais en fonction du domaine et de l'attitude de l'investisseur, il y a différents aspects du risque qu'il va devoir regarder. Alors, mais il y a des agences qui sont spécialisées pour faire ces enquêtes, pour déterminer le risque pays de tel pays, tel pays, tel pays. Comment elles arrivent à le faire justement ? Vous parlez des agences de notation, Justement. Notamment, effectivement, il y a 3 majeurs à l'échelle internationale et il y a de plus en plus d'agences de notation locales. Je pense à Bloomfield Investment, par exemple. Je faisais partie de l'équipe il y a encore quelques années, qui est une agence de notation régionale qui a vocation à prendre des décisions sur le risque pays, sur l'environnement dans lequel ils exercent. La différence par rapport avec les agences de notation internationales, c'est que c'est des acteurs qui sont beaucoup plus proches du terrain et qui ne sont pas uniquement sur le terrain pendant les périodes d'analyse. Donc la sensibilité de ces acteurs qui sont des acteurs locaux au risque pays est parfois peut-être un petit peu plus poussée. Les analyses vont parfois être aussi des positions sur le débat politique, par exemple. Parce que quand le débat politique n'est pas apaisé, ce sont effectivement des risques politiques pour le futur. Donc des agences régionales vont pouvoir anticiper, vont pouvoir en tout cas décrire ce qui est considéré comme un risque, je pense, sur le terrain, peut-être mieux parfois que les agences internationales. Et les facteurs qui vont être très importants, c'est effectivement ce qu'on va appeler le risque légal, donc l'environnement juridique. Comment est-ce que cet environnement arrive à défendre les intérêts les intérêts des investisseurs potentiellement. C'est aussi le risque politique, c'est aussi le niveau de gouvernance, c'est aussi le risque sécuritaire. Donc c'est tout un tas d'éléments qui, de façon environnementale, sont susceptibles d'impacter les décisions d'investissement. Impacter des décisions d'investissement, vous parlez tout à l'heure de risques politiques. Quand on arrive en Afrique à certaines périodes sensibles, comme à l'approche d'élections, de crises et autres, comment est-ce que les investisseurs ont leur mot à dire en cette matière-là avant d'investir ? Je prends l'exemple d'un grand groupe qui investit peut-être dans le minier, dans l'agro-industriel. Il s'avère qu'il y a des tensions politiques. Comment ces entreprises-là vivent et comment est-ce qu'elles peuvent influencer aussi le cours de la vie ? Justement, c'est vraiment très pertinent parce que la perception de risque va décider du niveau et du coût de l'investissement que vous allez pouvoir mettre dans un pays. Si vous devez prêter de l'argent à un souverain, une entité dans un pays, tous ces facteurs vont jouer sur le coût même et le niveau auquel vous pouvez être amené à vous engager. Si les risques sont élevés et que vous voyez qu'il y a une opportunité, les taux vont être plus élevés. Et vous pouvez aussi réduire la taille de vos lignes parce que vous voyez que ce pays, vous n'avez pas une lecture sur une longue période. Mais c'est ce travail d'engagement entre les autorités dans les pays et le secteur privé, qu'il soit externe ou interne, pour rassurer. Parce que si vous êtes dans la gestion d'une économie, il est important de discuter avec toutes les parties de l'écosystème pour comprendre, expliquer la lecture que vous êtes en train d'avoir du pays. Et le risque politique est l'un des plus importants. Il fait souvent peur, ce risque politique, parce que toutes les décisions prises par une partie peuvent être changées à 100% par une autre partie. Et ça crée une instabilité terrible pour n'importe quel investisseur. Donc ça, c'est un risque qui est très important. Et après, vous avez d'autres types de risques qui sont liés, par exemple, à la sécurité. Si dans les frontières, il y a un début de rébellion ou une guerre, tout cela change un peu la lecture que vous pouvez avoir du pays parce que tout peut changer du jour au lendemain. Donc ce sont des facteurs qui, pendant 2 décennies, ont plombé un peu la perception de l'Afrique. On parlait du continent de désespoir, lorsque
on parlait de l'Afrique. Et depuis la fin des années 90, depuis les années 2000, on a parlé dans cette première partie d'émission de cette croissance, du retour à la croissance sur le continent. C'est aussi dû à cela. La gouvernance de manière globale s'est améliorée sur le continent. Si vous regardez l'ensemble du continent, environ 60% des Africains vivent dans des régions, dans des pays où la gouvernance est améliorée, si on se réfère à l'indice de Mo Ibrahim. On se réfère à l'indice Mo Ibrahim, mais quand on parle de risque, est-ce qu'on s'attend toujours à quelque chose de négatif? Parce que tout à l'heure, je peux peut-être évaluer le risque du pays Éthiopie ou Afrique du Sud. Si je me rends compte que le risque est assez élevé, il ne sera pas forcément négatif. Oui, non, en fait, le risque, il y a un prix qui va avec ça. Ça veut dire que ce que vous voulez, c'est comprendre la situation du pays ou d'une entité. Et cela va déterminer votre niveau d'engagement. Si un pays est par exemple investment grade, qui est le cas de certains pays comme le Maroc, la Namibie, etc., c'est un risque qui est perçu comme un risque très faible. Et donc, le niveau de mes engagements va être peut-être plus long et les taux auxquels je vais faire des investissements vont être encore plus attractifs pour les pays en question. Si le risque est plus élevé, je suis dans les pays, on va dire, junk qui sont B, comme beaucoup de nos pays, malheureusement, alors le pricing et le niveau auquel je m'engageais va être plus élevé. Seulement, lorsque vous avez des entités, comme on vient de soulever avec Bloomfield et d'autres agences de rating, qui vous font un travail particulier en ciblant exactement les risques du pays, en analysant, en apportant des éléments quantitatifs qui sont crédibles, vous pouvez être rassuré et voir comment on dit mitiguer, comment nuancer, comment atténuer, comment gérer ce risque-là. Et donc, le risque, c'est une chose, mais les instruments pour les gérer, c'est aussi un élément important dans le dialogue qu'on a avec les investisseurs. Alors, vous qui avez quand même une expérience en agence de notation, tout à l'heure, M. Mbeng parlait d'une notation, il a parlé de B. Alors, comment est-ce que les pays sont numérotés? Comment est-ce que les risques sont évalués? Quelles sont les différentes classes? C'est une échelle de notation, si vous voulez, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs échelles de notation qui existent, mais c'est une échelle de notation qui justement décrit le niveau de risque, donc qui agrège effectivement des facteurs quantitatifs, mais aussi des facteurs qualitatifs. Quand on se prononce par exemple sur le risque politique, c'est surtout un facteur qualitatif. Donc c'est l'agrégation de ces facteurs qui va déterminer un niveau de notes. Donc les notes peuvent être, par exemple, tout le monde connaît maintenant le AAA, donc ça part du AAA jusqu'au D. D, c'est une situation de défaut avéré, c'est-à-dire que c'est un État qui fait défaut sur sa dette financière, donc qui n'est pas en capacité d'honorer sa dette financière autant à l'instant où c'est nécessaire de l'honorer et qui n'en a pas forcément les capacités. Donc l'échelle est relativement complexe peut-être à lire pour le commun des mortels, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour chaque niveau justement de l'échelle, et c'est ce que M. Mbeng disait tout à l'heure, pour chaque niveau de l'échelle, il y a un pricing, donc il y a des conditions financières qui vont avec. C'est-à-dire que quand vous êtes AAA, par exemple, vous n'empruntez pas en dette au même taux d'intérêt, pour simplifier, au même taux d'intérêt, donc aux mêmes conditions, qu'un État qui est B, qui est en situation spéculative. Donc en spéculatif, qu'est-ce que ça veut dire? C'est toute la deuxième partie justement de l'échelle de notation qui est basse, dont la plupart des pays africains font partie malheureusement, c'est des pays qui sont catégorisés dans une échelle spéculative qui est fluctuante, donc qui n'est pas... qui est fluctuante. Donc c'est-à-dire que ce sont des pays relativement fragiles sur leur capacité à rembourser leurs dettes, par exemple, en temps et en heure. Toute la partie haute qu'on dit être investment grade, donc ce sont des pays où on peut investir avec un risque relativement modéré. Ouais. Donc ces deux grandes catégories de notes vont permettre de ségréguer, donc de différencier un pays qui est à risque, donc avec un taux d'intérêt spécifique, d'un pays qui est considéré moins à risque, avec un autre taux d'intérêt moins important la plupart du temps. Et quels sont en griffe, les 3 bons élèves de l'Afrique actuellement? Les trois bons élèves, ça va être le Lesotho, par exemple, ça va être l'Afrique du Sud, qui a quand même, dont la note a quand même beaucoup baissé, ça va être les pays maghrébins, surtout le Maroc. Qui d'autre, je pense Botswana. Le Botswana, pardon, je parlais du Lesotho, mais le Botswana plutôt, du fait du diamant, notamment. Les réserves diamantaires et les réserves en ressources minérales sont importantes et justifient que justement le pays ait cette note-là. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'économie verte. Est-ce que
quelque part, il y a le risque environnemental, le risque environnement dans ces différentes classifications. Oui, bien sûr, ces aspects sont regardés et comme toujours, ça dépend de quel secteur dans lequel on veut investir. S'il y a des études de plus en plus dans les directives d'investissement, que ce soit des banques ou des multinationales, il y a un aspect environnement qui est très fort et qui est regardé, avec des labels, avec une organisation. Et il faut arriver à atteindre certains objectifs sur le plan environnemental. Et que lorsque cela n'est pas respecté, effectivement, vous pouvez avoir vous-même un suivi à l'international avec peut-être même un impact sur votre rating parce que vous n'avez pas respecté l'environnement dans certains pays, vous avez fait des investissements sans regarder les normes environnementales. Donc, toutes les grandes chaînes multinationales sont vraiment attachées à cela. Et les banques d'investissement aussi, ils ont des départements rien que pour regarder ces questions d'environnement. Ces questions d'environnement, vous êtes tous les deux impliqués sur l'Afrique, questions d'économie et de finances. Vous visitez, vous allez de pays en pays étudier les systèmes financiers économiques en place. Juste une petite question, est-ce que le tourisme peut être un facteur pour déterminer l'attractivité d'un pays, le niveau de risque d'un pays ? Je ne pense pas qu'il soit suffisant. Je pense qu'effectivement c'est un indicateur très intéressant, mais je ne pense pas qu'il soit suffisant parce qu'effectivement le tourisme ne va pas vous dire par exemple si le risque financier que connaît le pays en termes de crédibilité sur la dette souveraine par exemple est intéressant ou pas. Mais effectivement ça reste un indicateur, le niveau de tourisme, qui va vous permettre de juger peut-être du niveau de risque sécuritaire parce qu'effectivement plus la sécurité est altérée, moins les touristes sont motivés à venir. Vous partagez ce point de vue ? Oui, et ça dépend aussi de la cible des touristes. Si vous avez un touriste low cost où les touristes viendront parce que c'est moins cher, lorsque vous avez votre monnaie qui se déprécie, ils sont très contents parce qu'ils peuvent payer moins cher des produits sur place et c'est plus facile peut-être de venir, surtout s'ils ne sont pas très loin des sites touristiques. On va parler du Maghreb, certaines zones avec l'Europe. Mais si vous avez aussi un tourisme un peu plus stratégique sur d'autres aspects, ça peut être sur des aspects scientifiques, des aspects culturels. Là aussi, il y a toute une offre qui va avec et il y a aussi une catégorie de touristes qui est prêt à payer le prix. Donc, tout cela est lié à différentes stratégies. On ne peut pas avoir une réponse globale pour le continent. Une réponse globale. Oui. Mais aussi, on sait que le niveau de risque a augmenté quand même ces dernières années au niveau des pays émergents. Qu'est-ce qui peut expliquer ce fait-là ? Alors, la perception de risque est une chose. J'aime bien le terme perception de risque parce que le risque dans l'absolu, on ne le sait pas vraiment. Sur la scène internationale, on a vu ces tensions entre les deux géants, États-Unis et Afrique. On a les répercussions sur nos économies. Donc, on a vu un relèvement des taux au niveau de la zone Europe et États-Unis. Et cela entraîne un repricing, donc une hausse des prix dans tous les actifs à peu près. Donc, les capitaux sont repartis dans les zones plus stables, donc Europe et États-Unis. Et cela entraîne un peu une réallocation de ressources dans nos zones. Ce qui fait que la perception de risque aujourd'hui, elle est un peu plus élevée parce qu'on a ces tensions-là, on a ces yo-yo sur nos importations, nos exportations, on a des dérapages sur les finances publiques qui sont dus au fait qu'on a moins de revenus. Donc on analyse à nouveau les conditions macro dans ces pays-là, comparé à ce qu'il y avait avant. Vous savez, lorsqu'on est dans une période comme on a connu dans quelques années avec des taux à 0% aux États-Unis et en Europe, tout ce qui vient un peu de l'extérieur qui vous permet d'avoir 2, 3, 4, 5% est super intéressant. Mais lorsque dans les zones plus sûres, plus stables pour vous, vous avez maintenant des taux assez intéressants, on est autour de 2-3% pour du 5 ans et 10 ans aux États-Unis, ça devient plus aisé pour eux de rapatrier leurs ressources dans les zones plus stables et alors cela devient un manque à gagner pour la zone émergente. Donc c'est dans cette tension que nous sommes. Ce qui est important pour nous, et on en a parlé un peu au début de cet échange, c'est d'avoir une croissance endogène avec des facteurs tirés de l'intérieur, avec des ressources financières capables de financer nous-mêmes l'essentiel de nos besoins. Si vous avez l'essentiel des investissements qui viennent dans vos pays qui dépendent des sources externes, il est naturel que lorsqu'il y a des yo-yo à l'international, cela vous impacte. Et donc, accroisse le niveau de risque dans votre pays. Alors, vous parlez de croissance endogène. Est-ce que vous avez un exemple plus concret
au niveau de l'Afrique? Un exemple de Non, croissance c'est aujourd'hui. juste pour revenir sur le point que M. Mbeng soulevait sur la capacité justement des acteurs africains à financer leur propre économie. C'est un point qui est extrêmement intéressant, extrêmement important. Je prends l'exemple, par exemple, pour vous demander un exemple concret, je prends l'exemple de l'UEMOA, par exemple. En UEMOA, vous avez une réglementation financière qui ne permet pas, par exemple, à un fonds d'investissement comme le nôtre, qui fait de l'investissement non listé, donc qui est en dehors de la bourse, qui ne permet pas à un fonds d'investissement d'exister. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun statut juridique dans le droit des affaires, d'ailleurs même OHADA, qui permet d'incorporer un fonds d'investissement sans être une SA ou une SARL ou une structure juridique classique, légale classique. Donc il y a aussi des manquements réglementaires qui limitent en réalité, mais grandement, la capacité des acteurs locaux à investir dans leur propre économie. Et c'est quelque part une sorte d'aberration de devoir sortir du continent, s'incorporer légalement ailleurs pour réinvestir sur le continent. Il y a une forme d'aberration quelque part. Et ça, c'est pour moi aussi, ça fait partie effectivement des risques peut-être à long terme que connaît le continent. Alors, on parle toujours de facteurs endogènes. Est-ce que vous pensez que susciter l'économie locale, des entrepreneurs locaux, cela va aider véritablement à relever, est-ce qu'on peut dire relever le niveau du risque ou abaisser le niveau du risque pour rendre un pays plus attractif? Réduire le niveau de risque. Oui, abaisser le niveau de risque. Mais c'est la clé. C'est l'entrepreneur, c'est l'industrialisation. Là, on revient sur les théories économiques. Schumpeter, c'est l'entrepreneur qui fait l'innovation, qui permet de créer, qui apporte de la valeur ajoutée et qui crée ces conditions pour la nouvelle économie et donc de permettre de créer plus d'emplois. C'est cela qu'il faut. Et un pays qui le fait très bien, c'est l'Éthiopie. Vous voyez avec des taux de croissance de 10% depuis un bon moment. Ils font toujours partie du premier ou deuxième pays qui a la croissance la plus rapide dans le monde. Et vous voyez bien que la croissance éthiopienne est tirée par les facteurs endogènes. Ils ont un certain nombre de parcs industriels. Ils ont donné des capacités au niveau de l'éducation, au niveau des infrastructures, au niveau local. Ils sont en train d'accumuler beaucoup de capitaux au niveau domestique. Vous êtes passé sur les 5 dernières années au niveau des fonds de pension de 5 milliards de birrs à 28 milliards de birrs, ce qui est 65 milliards de birrs, permettez-moi. Donc vous voyez que cette population classe moyenne qui croît va aussi épargner sur certains segments de l'économie, créer plus de richesses, faire en sorte que finalement, lorsque vous êtes au niveau des décisions, vous avez un plan de financement, vous regardez d'abord autour de vous. Vous appelez les banquiers, les assureurs, les fonds de pension qui sont dans votre économie et vous pouvez de manière stable, de manière crédible, de manière pertinente, financer 70 à 80% de vos besoins. Et après, le reste, vous pouvez le tirer à l'extérieur, comme le fait l'Afrique du Sud et d'autres pays. Mais si, lorsque vous asseyez, vous faites le tour de table, vous avez fait les poches de toutes les banques, finalement, vous n'avez plus grand-chose. Donc, le secteur privé qui devait bénéficier du crédit n'en a plus parce que vous avez évincé le secteur privé, alors que le crédit au secteur privé est l'indicateur le plus pertinent pour réduire la pauvreté. Donc, vous, en tant qu'État, vous prenez toutes les ressources et en plus de ça, vous en cherchez à l'extérieur. Mais à l'extérieur, lorsque la Chine et les États-Unis ou la Turquie auront un problème, ça va se répercuter sur vos capacités même de réaliser les rêves que vous avez promis à votre population. Alors, monsieur, à l'heure de l'émergence africaine, qu'est-ce que nous devons retenir sur les risques pays en Afrique, monsieur Youssouf Karius? Je pense que la capacité du continent à maintenir une certaine lisibilité sur le risque ou la perception du risque, effectivement c'est important de séparer les deux. La perception du risque vis-à-vis de l'extérieur, pour moi c'est un peu la clé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on manque beaucoup de lisibilité. On manque beaucoup de lisibilité sur les programmes politiques. Les programmes politiques sont calés complètement sur les échelles électorales. On ne peut pas être dans la situation que connaît l'Afrique aujourd'hui et penser le développement sur 5 à 10 ans. C'est impossible, ce n'est simplement pas rationnel. Je pense que la lisibilité, c'est aussi quelque part la clé. Ça ne veut pas dire que le risque ne va plus exister, ça ne veut pas dire qu'il ne va plus jamais y avoir de risque. Je ne pense pas que ce soit ça l'idée. Je pense que l'idée, c'est de fournir aux acteurs de l'économie locale et internationaux la capacité à lire et à maîtriser les risques. Et c'est ça pour moi la clé justement de l'investissement d'abord, mais aussi du développement de demain. Merci, M. Karius. M. Mbeng, si vous avez un mot. Je vais dans le même sens. La mise en place des informations et des données est très importante. J'admire une situation au Nigeria. Vous voyez le taux de change officiel
et vous avez le taux de change du marché black market là. C'est affiché. Vous savez combien vous allez sur le marché officiel, vous savez combien vous allez sur le marché parallèle. Donc, l'investisseur qui est sur place ou l'acteur économique comprend la dynamique du marché. Lorsque vous ne connaissez pas ce qui se passe dans la partie informelle de votre économie, et c'est ça la plupart de nos économies, la part de l'informel représente plus que la part du formel. Et donc, nous ne savons pas souvent ce qui est en termes de capitaux, ce qui est là-bas, qui y travaille. Et cette partie-là crée un risque important lorsque vous êtes investisseur d'analyser cette perception du risque. Donc, il faut la lisibilité, il faut surtout une meilleure connaissance de nos économies. Si vous dirigez une économie, il faut connaître tous les pans de cette économie. Vous ne pouvez pas avoir 60-70% de votre économie informelle sans avoir aucune maîtrise de ce qui se passe en termes d'emploi et en termes de capitaux. Merci M. Ombeng. Vous l'avez compris, donc aujourd'hui nous parlions de la perception du risque pays au niveau des économies africaines et nous étions avec M. Ombeng Mejui, fonctionnaire international, expert des systèmes financiers, et avec lui nous avions M. Youssouf Karus, directeur général de Pulsar Partners, société d'investissement. Merci monsieur pour vos contributions et le débat se poursuit chez vous. Bonne suite de programmes sur Medi 1 TV, Medi 1 TV Afrique.